La brume matinale s'accrochait aux falaises de Plouhinec comme un linceul gris, transformant le petit port breton en un paysage fantomatique. Marcel Dubois ajusta sa vareuse de laine épaisse et scruta l'horizon depuis sa fenêtre, ses yeux fatigués cherchant les signes habituels qui annonceraient le temps de la journée. À 52 ans, il avait développé une routine immuable qui l'aidait à supporter la solitude de sa maison perchée sur la falaise. Café noir à 5 heures du matin, inspection du matériel de navigation, vérification des codes radio, puis cette longue attente qui occupait ses journées depuis que sa femme Marguerite et son fils Paul avaient péri sous les bombes allemandes il y a 8 mois. Le vent du large apportait l'odeur familière du varech et du sel, mais aussi quelque chose d'inhabituel ce matin de novembre 1943. Marcel fronça les sourcils en observant l'agitation anormale dans le petit port en contrebas. Des groupes de villageois se formaient près du quai principal, leurs voix portées par le vent jusqu'à lui. Il attrapa ses jumelles militaires, vestiges de son ancienne vie d'officier de marine marchande, et ajusta la mise au point. Une vingtaine de personnes entouraient le père Kervella, le curé du village, qui gesticulait en direction de la pointe rocheuse située à l'est du port. Encore leur superstition ridicule, marmonna Marcel en reposant les jumelles sur le rebord de fenêtre. Depuis le début de l'occupation, les habitants de Plouhinec s'étaient repliés sur eux-mêmes, cherchant des boucs émissaires pour expliquer les malheurs qui s'abattaient sur leur communauté. Les naufrages mystérieux de ces dernières semaines avaient particulièrement échauffé les esprits. 3 bateaux de pêche perdus en mer dans des conditions météorologiques pourtant favorables, leurs épaves jamais retrouvées, leurs équipages engloutis sans explication rationnelle. Marcel descendit à la cuisine et alluma sa radio à ondes courtes, réglée sur la fréquence convenue avec ses contacts de la résistance. La voix codée de Pierre, son liaison à Saint-Nazaire, grésilla dans le petit haut-parleur. Le colis urgent attend toujours son transport maritime. Confirmation nécessaire pour demain soir. Marée haute 22h30. Le message était clair. 15 résistants traqués par la Gestapo devaient être évacués vers l'Angleterre le lendemain. Une opération délicate qui nécessitait une connaissance parfaite des courants et des passes secrètes entre les récifs, surtout par temps de brouillard. Il éteignit la radio et se dirigea vers son bureau pour consulter ses cartes marines. Depuis qu'il avait rejoint le réseau de résistance Libération Nord 6 mois auparavant, Marcel avait organisé 12 évacuations réussies, utilisant sa connaissance intime des côtes bretonnes et son ancien chalutier camouflé dans une crique isolée. Mais cette mission s'annonçait différente. Les patrouilles allemandes avaient renforcé leur surveillance maritime et les conditions météorologiques prévues pour le lendemain promettaient d'être particulièrement difficiles. Un coup frappé à sa porte le fit sursauter. Personne ne venait jamais chez lui, surtout pas à cette heure matinale. Marcel glissa automatiquement sa main vers le revolver dissimulé dans le tiroir de son bureau avant d'aller ouvrir. Sur le seuil se tenait Yann Leroux, le vieux pêcheur qui habitait la dernière maison du village avant la lande. Son visage tanné par le soleil et les embruns exprimait une inquiétude inhabituelle. « Commandant » commença Yann, en utilisant le titre que les anciens marins du port donnaient encore à Marcel. « Il faut que vous veniez avec nous. C'est au sujet de l'institutrice, mademoiselle Moreau. Les gens du village, ils ont fait quelque chose de terrible. » Marcel fronça les sourcils. Il connaissait vaguement Céleste Moreau, cette jeune femme arrivée au village 3 mois auparavant pour remplacer l'ancien instituteur mobilisé. Une fille discrète qu'il avait aperçue quelquefois sur le chemin de l'école. Toujours seule, toujours pressée. « Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yann ?» Le vieux pêcheur détourna le regard, visiblement embarrassé. Il l'accuse d'être responsable des naufrages. Le père Kervella dit qu'elle pratique la sorcellerie pour appeler les tempêtes. Cette nuit, ils l'ont emmenée à la pointe des Cormorans et... Sa voix se brisa légèrement. Ils l'ont attachée sur les rochers. La marée monte, commandant. Dans 2 heures, elle sera noyée. Marcel sentit une colère froide monter en lui. Cette barbarie moyenâgeuse le révoltait autant que l'occupation elle-même. Et vous, Yann, qu'est-ce que vous faites pendant que vos voisins commettent un meurtre? J'ai essayé de les raisonner, mais ils sont comme fous. La peur leur a fait perdre la raison. Seul, je ne peux rien faire contre 20 personnes. Mais vous avez encore de l'autorité dans ce village. Ils vous écouteraient peut-être. Marcel attrapa sa veste imperméable et ses bottes de mer. Il n'avait aucune envie de se mêler aux affaires du village, mais il ne pouvait pas laisser mourir une innocente par superstition. « Montrez-moi le chemin, Yann, et dépêchons-nous. » Les 2 hommes descendirent le sentier abrupt qui menait au port, puis suivirent la côte vers l'est en direction de la pointe des Cormorans. Le vent forçait progressivement,
soulevant des embruns qui claquaient contre les rochers noirs. Marcel observait les signes météorologiques avec son œil exercé. Barometric pressure dropping, wind shifting to northwest, heavy weather coming. La tempête annoncée arriverait plus tôt que prévu, ce qui compliquerait encore davantage la mission d'évacuation du lendemain. Ils atteignirent la pointe rocheuse au moment où les premières vagues de la marée montante commençaient à lécher la base des rochers. Marcel scruta la formation géologique chaotique jusqu'à ce qu'il aperçoive une silhouette attachée sur un éperon rocheux, situé à une trentaine de mètres du rivage. Même à cette distance, il pouvait voir que la jeune femme était consciente, sa tête relevée vers eux, ses longs cheveux bruns fouettés par le vent. « Bon sang !» jura Marcel, en évaluant rapidement la situation. L'éperon serait complètement submergé dans moins d'une heure. Il commença à retirer sa veste et ses bottes. Yann retournait au village chercher des cordes et une couverture. « Moi, je vais la sortir de là. Commandant, c'est de la folie. Ces rochers sont traîtres, et avec cette marée... » « J'ai navigué dans des conditions bien pires que ça, » coupa Marcel en testant la température de l'eau. « Filez au village, vite !» Sans attendre de réponse, il plongea dans les flots glacés de novembre et nagea vers l'éperon rocheux, luttant contre les courants contraires et les vagues qui grossissaient rapidement. Chaque brasse le rapprochait de cette jeune femme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il était déterminé à sauver, ignorant encore que cette décision impulsive allait changer le cours de sa vie solitaire et peut-être l'issue de sa prochaine mission de résistance. L'eau glacée de l'Atlantique mordit la peau de Marcel comme 1000 aiguilles, mais il continua à nager avec détermination vers l'éperon rocheux. Chaque mouvement de brasse le rapprochait de la silhouette attachée qui le regardait approcher, avec un mélange d'incrédulité et d'espoir désespéré. Les vagues, portées par le vent du large qui forçait, le soulevaient, puis le rabattaient contre les rochers affleurants avec une violence croissante. Marcel puisa dans son expérience d'ancien officier de marine pour négocier les courants traîtres qui tourbillonnaient autour de la pointe des cormorans. Arrivé au pied de l'éperon, il s'agrippa aux aspérités du granit breton et commença son ascension précautionneuse. Les rochers étaient glissants, recouverts d'algues et de coquillages tranchants qui lui lacérèrent les paumes. À mi-hauteur, il leva les yeux vers la jeune femme et croisa son regard pour la première fois. Céleste Moreau avait le visage marqué par une nuit d'angoisse, ses lèvres bleuies par le froid, mais ses yeux bruns exprimaient une intelligence vive et une détermination farouche qui surprit Marcel. « N'ayez pas peur », cria-t-il par-dessus le rugissement du vent. « Je vais vous sortir de là. Les cordes sont trop serrées, » répondit-elle d'une voix rauque mais claire. « Ils ont utilisé des nœuds de marine. Il vous faudra un couteau. » Marcel fut frappé par le calme relatif de sa voix et par la précision technique de son observation. La plupart des femmes dans sa situation auraient été hystériques, mais cette institutrice gardait son sang-froid et analysait la situation avec lucidité. Il sortit de sa poche son couteau de marine, une lame solide qu'il portait toujours sur lui depuis ses années en mer. « Comment connaissez-vous les nœuds marins » demanda-t-il en commençant à sectionner les cordes qui entravaient ses poignets. « Mon grand-père était pêcheur à Concarneau », expliqua Céleste en frottant ses poignets libérés pour rétablir la circulation. « Il m'a appris beaucoup de choses sur la mer avant de mourir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'accuse de sorcellerie. » Marcel la regarda avec curiosité tout en s'attaquant aux liens qui entraversaient ses chevilles. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je peux prédire le temps qu'il va faire en observant les signes naturels. La couleur de l'eau, la direction des vents, le comportement des oiseaux marins. Mon grand-père m'a enseigné ces techniques que sa famille transmettait depuis des générations. Mais quand j'ai averti les pêcheurs que certaines sorties seraient dangereuses, sa voix se brisa légèrement. Ils ont pensé que c'était moi qui provoquais les tempêtes. Les derniers liens cédèrent sous la lame, et Marcel aida Céleste à se redresser. Elle vacilla, ses jambes engourdies peinant à la porter après des heures d'immobilité. Une vague plus forte que les autres vint lécher leurs pieds, rappelant l'urgence de la situation. L'éperon serait bientôt submergé. « Pouvez-vous nager ?» demanda Marcel en évaluant la distance jusqu'au rivage. « Oui, mais pas dans ces conditions. Les courants sont trop violents près des rochers. » Céleste observa attentivement la configuration des flots autour d'eux. « Il faut contourner par l'ouest, là où l'eau est plus calme. Il y a un contre-courant que nous pouvons utiliser. » Marcel suivit son regard et constata qu'elle avait raison. Son œil expert n'avait pas remarqué cette particularité hydrographique, masquée par l'écume des vagues. Cette jeune femme possédait effectivement des connaissances maritimes exceptionnelles, bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'une institutrice ordinaire. « D'accord, suivez-moi et restez dans mon sillage, » dit-il en se préparant à plonger. Ils sautèrent ensemble dans les flots tumultueux. Marcel nagea devant,
Mais il fut rapidement impressionné par l'aisance de Céleste dans l'eau. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle, anticipant les mouvements des vagues et utilisant intelligemment les courants pour économiser ses forces. À plusieurs reprises, elle le guida d'un geste vers les zones les moins dangereuses, démontrant une connaissance intime de cette partie de la côte. Ils atteignirent enfin le rivage, trempés et épuisés, au moment où Yann Leroux arrivait en courant avec des couvertures et une thermos de café chaud. Le vieux pêcheur les aida à sortir de l'eau et enveloppa Céleste dans une couverture de laine épaisse. « Merci », murmura-t-elle à Marcel, ses dents claquant de froid. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Ce n'est pas terminé », répondit Marcel en scrutant l'horizon où des nuages noirs s'amoncelaient. « Cette tempête va être violente, et je doute que les gens du village aient changé d'avis sur votre compte. Vous ne pouvez pas retourner chez vous ce soir. » Céleste baissa les yeux, une expression de profonde tristesse traversant son visage. « Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont morts dans le bombardement de l'Orient il y a 2 mois. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste d'institutrice ici. Je pensais trouver un nouveau départ, une nouvelle famille peut-être. » Marcel sentit une émotion familière lui serrer la gorge. Cette jeune femme avait perdu ses parents comme lui avait perdu sa femme et son fils. Elle était seule au monde, incomprise et rejetée par ceux qu'elle avait voulu aider. Malgré sa réticence habituelle à s'impliquer dans la vie des autres, il ne pouvait pas l'abandonner. « Vous pouvez rester chez moi cette nuit », déclara-t-il brusquement, le temps que les esprits se calment au village. Yann Leroux les regarda alternativement, surpris par cette proposition inhabituelle venant du commandant solitaire. « C'est une bonne idée. Et puis, avec ce qui se prépare côté météo, il vaut mieux que vous soyez tous les deux à l'abri. » Comme pour confirmer ses paroles, les premiers grondements de tonnerre résonnèrent au loin, et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Marcel aida Céleste à se relever, et ils remontèrent tous les 3 vers sa maison perchée sur la falaise. En chemin, il ne pouvait s'empêcher de penser à la mission d'évacuation prévue pour le lendemain soir. Les conditions météorologiques allaient être épouvantables, et il aurait besoin de toute son expertise pour mener 15 résistants jusqu'en Angleterre. Peut-être que les connaissances maritimes de cette jeune femme pourraient s'avérer précieuses, si toutefois il osait lui faire confiance et révéler ses activités clandestines. La tempête éclata avec une violence inouïe au moment où ils atteignaient la maison. Marcel referma la porte derrière eux en se demandant si le destin ne venait pas de placer sur son chemin exactement la personne dont il avait besoin pour réussir sa mission la plus dangereuse. La tempête faisait rage autour de la maison de Marcel, les rafales de vent sifflant dans la cheminée tandis que la pluie martelait les fenêtres avec une violence inouïe. Dans le salon baigné de la lumière chaude du feu de cheminée, Céleste s'était changée avec des vêtements secs que Marcel avait trouvés dans l'armoire de sa défunte épouse. Assise dans le fauteuil de Marguerite, une tasse de thé chaud entre les mains, elle observait son sauveur qui arpentait nerveusement la pièce en consultant régulièrement sa montre de gousset. La robe de laine bleue qu'elle portait maintenant lui donnait une apparence plus fragile. Mais ses yeux conservaient cette intelligence vive qui avait impressionné Marcel pendant leur évasion des rochers. « Vous attendez quelque chose ?» demanda-t-elle avec perspicacité. « Depuis que nous sommes arrivés, vous ne tenez pas en place. Vous regardez constamment vers la radio dans le coin et vous sursautez à chaque coup de tonnerre comme si vous craigniez qu'il masque un autre son. » Marcel s'immobilisa près de la fenêtre, scrutant l'obscurité orageuse. Les éclairs illuminaient par intermittence la côte déchaînée, révélant des vagues gigantesques qui venaient exploser contre les falaises. Il hésitait entre la prudence qu'il avait gardée en vie pendant des mois d'activité clandestine et l'intuition grandissante que cette femme pourrait être la clé de sa mission. Ses années d'officier de marine lui avaient appris à jauger rapidement les caractères, et tout chez Céleste Moreau respirait l'intelligence et la fiabilité. « Dites-moi, mademoiselle Moreau, que pensez-vous de cette tempête? Combien de temps va-t-elle durer ?» Céleste se leva et s'approcha de la fenêtre, observant attentivement le comportement des nuages illuminés par les éclairs. Elle entr'ouvrit légèrement le battant malgré la pluie qui s'engouffrait, humant l'air qui filtrait avec ses sens aiguisés par des années d'apprentissage auprès de son grand-père. Ses gestes étaient précis, méthodiques, ceux d'une personne habituée à lire les signes naturels avec une précision scientifique. « C'est un grain d'ouest classique pour cette saison », analysa-t-elle en refermant la fenêtre. « Violent, mais de courte durée. La pression barométrique remonte déjà, je le sens dans mes oreilles. Il s'évacuera vers l'est dans 3 ou 4 heures maximum, mais il laissera derrière lui une mer très agitée qui ne se calmera pas avant demain en fin d'après-midi. Vous en êtes certaine ? Insista Marcel, une note d'urgence perceptible dans sa voix. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité météorologique.
Absolument certaine. Mon grand-père disait toujours que la mer garde la mémoire du vent bien après que celui-ci s'est tu. Regardez comme l'écume des vagues change de couleur quand elle frappe les rochers. Cette teinte jaunâtre indique que le fond marin est remué profondément. Demain soir, les conditions seront encore dangereuses pour toute navigation, surtout près des côtes où les remous créent des contre-courants imprévisibles. Pourquoi cette question vous préoccupe-t-elle autant ? Marcel prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts de sécurité développés pendant des mois de clandestinité. Il se dirigea vers son bureau et revint avec ses cartes marines, qu'il étala sur la table basse devant le feu. Les documents étaient annotés de sa main, couverts de notations codées et de tracés au crayon rouge marquant des routes secrètes. Parce que j'ai une mission à accomplir demain soir et que des vies en dépendent. 15 vies, pour être précis. Céleste examina les cartes avec un intérêt professionnel immédiat, ses doigts suivant les contours familiers de la côte bretonne. Elle remarqua immédiatement les annotations au crayon rouge qui marquaient des passes secrètes entre les récifs et des points de mouillage cachés, ainsi que les horaires de marée notés dans les marges. « Vous êtes dans la résistance », dit-elle simplement sans surprise ni jugement dans la voix, mais avec une pointe de respect nouveau. « Comment le savez-vous si facilement ? Ces annotations ne correspondent pas aux routes commerciales habituelles. Les pêcheurs n'utilisent pas ces passes dangereuses pour leurs sorties quotidiennes. Et puis, un homme seul qui vit isolé sur cette côte, qui possède encore un bateau alors que la plupart ont été réquisitionnés par l'occupant, qui connaît les nœuds marins et qui parle avec l'autorité d'un ancien officier, elle sourit tristement, en se remémorant des souvenirs douloureux. Mon père était résistant à l'Orient avant sa mort. Il cachait ses cartes de la même façon. Il avait ce même regard vigilant, cette même façon de peser chaque mot avant de parler. Je reconnais les signes, commandant. Marcel s'assit en face d'elle, soulagé de ne plus avoir à mentir, mais conscient d'avoir franchi un point de non-retour. 15 hommes doivent être évacués vers l'Angleterre demain soir. Ce sont des résistants traqués par la Gestapo depuis les arrestations de la semaine dernière à Saint-Nazaire. Ils n'ont pas d'autre moyen d'échapper aux rafles systématiques qui se préparent. Mais avec ces conditions météorologiques que vous décrivez... C'est de la folie pure, coupa Céleste en étudiant plus attentivement les cartes, traçant du doigt la route habituelle de Marcel. Regardez, votre itinéraire passe par le chenal des Moines. Avec une mer aussi agitée que celle qui nous attend, les vagues déferlantes sur les récifs du Ponant créeront un piège mortel. L'effet de ressac sera démultiplié, et les contre-courants vous enverront droit sur les brisants. Vous n'avez aucune chance de passer avec 15 hommes à bord. Alors je dois annuler la mission ? Abandonner 15 patriotes à une mort certaine dans les geôles de la Gestapo? Céleste se pencha davantage sur les cartes, ses connaissances héritées de son grand-père pêcheur, remontant à la surface de sa mémoire. Elle traçait du doigt des routes alternatives, calculant mentalement les horaires de marée et les coefficients de houle. Il existe peut-être une autre solution, mais elle est extrêmement périlleuse. Vous voyez cette passe étroite au sud, entre la pointe du Raz et l'île de Seine? Elle est marquée comme impraticable sur vos cartes officielles, mais mon grand-père l'utilisait par gros temps quand il n'avait pas le choix. Il l'appelait « le passage des désespérés ». Marcel examina la route qu'elle proposait en fronçant les sourcils. C'était effectivement un passage qu'il avait toujours évité, réputé trop dangereux et trop complexe à négocier même par temps calme. Cette passe fait moins de 50 mètres de large entre des récifs acérés. Vous êtes sûr de vous? J'ai accompagné mon grand-père dans cette passe une dizaine de fois quand j'étais enfant. Je connais chaque récif, chaque contre-courant, chaque particularité de cette route maudite. Mais il faudrait que je vous guide personnellement, en temps réel. C'est beaucoup trop compliqué et dangereux à expliquer à l'avance. Une erreur de quelques mètres seulement, et votre bateau serait broyé contre les rochers. Un long silence s'installa dans la pièce, troublé seulement par le crépitement du feu et les hurlements du vent qui commençaient lentement à faiblir dehors. Marcel réfléchissait intensément, pesant les risques et les bénéfices de cette proposition inespérée. D'un côté, impliquer une civile dans une opération de résistance allait à l'encontre de toutes les règles de sécurité qu'on lui avait enseignées. De l'autre, sans son aide, la mission était vouée à l'échec et 15 hommes mourraient. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-il finalement, cherchant son regard. « Vous ne me connaissez pas vraiment, et cette mission vous mettrait en danger de mort. Si nous sommes interceptés par une patrouille allemande, ils ne feront pas de distinction entre un résistant et sa complice. » Céleste fixa les flammes dans la cheminée, ses yeux brillants d'une émotion contenue mais farouche. Les souvenirs douloureux remontaient à la surface, ravivés par cette possibilité de donner enfin un sens à ses souffrances. Parce que mon père est mort en résistant aux nazis,
torturé dans les caves de la commandanture de l'Orient, sans jamais révéler un seul nom. Parce que ma mère a été tuée dans un bombardement allemand, alors qu'elle soignait des blessés dans un hôpital de fortune. Parce que ce matin encore mes propres compatriotes ont voulu me noyer comme une sorcière du Moyen-Âge, poussée par la peur et l'ignorance. Et parce que vous, un parfait étranger, avez risqué votre vie pour sauver la mienne sans rien me demander en retour, sans même me connaître. Elle se tourna vers lui, et Marcel fut frappé par la détermination farouche qu'il lut dans son regard, cette même force intérieure qui l'avait gardé lucide sur les rochers face à la mort. Je n'ai plus de famille, plus d'amis, plus de place dans ce village de lâches, mais j'ai encore mes connaissances, et si elles peuvent de servir à sauver des vies innocentes, alors ma propre existence aura eu un sens. C'est tout ce qui me reste. Marcel sentit quelque chose se fissurer dans la carapace de solitude qu'il s'était construite depuis la mort des siens. Cette jeune femme brisée par les épreuves mais encore capable de générosité et de courage, lui rappelait pourquoi il avait choisi de rejoindre la résistance malgré sa douleur personnelle. C'est extrêmement dangereux, Céleste. Si nous sommes pris, ce sera la torture puis l'exécution, sans procès, sans pitié. Je le sais parfaitement, mais je préfère mourir en essayant de faire quelque chose d'utile plutôt que de pourrir dans l'amertume et la solitude. Exactement comme vous, je pense. Marcel hocha lentement la tête, reconnaissant la justesse troublante de son observation. Il étendit la main vers elle dans un geste solennel. Dans ce cas, mademoiselle Moreau, bienvenue dans la résistance française. Elle serra fermement sa main, scellant ainsi un pacte qui allait les lier dans l'une des missions les plus périlleuses qu'ils auraient jamais à accomplir ensemble. Le lendemain soir, une brume épaisse s'élevait de la mer encore agitée, créant un rideau opaque qui masquait heureusement les mouvements sur la côte. Marcel et Céleste descendirent silencieusement le sentier escarpé qui menait à la crique secrète où était amarré le chalutier camouflé. Le bateau de 15 mètres, baptisé Marie-Jeanne en hommage à l'épouse défunte de Marcel, se balançait nerveusement sur les eaux noires, ses amarres tendues par la houle résiduelle de la tempête. Les 15 résistants étaient déjà là, ombres silencieuses accroupies derrière les rochers, leurs visages tendus trahissant l'angoisse d'hommes traqués qui jouaient leur dernière carte. Pierre Rousseau, le chef du groupe et ancien instituteur de Nantes, s'approcha de Marcel avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Commandant, nous craignons que vous annuliez à cause du mauvais temps. Les patrouilles allemandes ont redoublé d'intensité depuis hier. Nous avons dû changer 3 fois de cache pour arriver jusqu'ici. La mission est maintenue, répondit Marcel en vérifiant une dernière fois son équipement de navigation. Mais nous devrons prendre une route différente. Cette jeune femme nous guidera par un passage que je ne connais pas. Les regards se tournèrent vers Céleste, et Marcel perçut l'inquiétude qui traversait le groupe. Confier leur vie à une inconnue, de surcroît une femme accusée de sorcellerie par tout un village, ne les rassurait visiblement pas. Paul Lemaire, un docker de Saint-Nazaire aux mains tachées de cambouis, exprima leur crainte commune. « Avec tout le respect que je vous dois, commandant, nous risquer sur une mer pareille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cette femme connaît ses eaux mieux que moi, » coupa Marcel fermement. « Sans elle, nous n'avons aucune chance de passer. Avec elle, nous en avons peut-être une. C'est à prendre ou à laisser. » Céleste s'avança, consciente qu'elle devait gagner leur confiance rapidement. « Messieurs, je comprends vos réticences, mais regardez la couleur de l'eau près des récifs de l'ouest. Cette phosphorescence indique que les courants de fond sont encore violents. La route habituelle du commandant Dubois vous mènerait droit à la catastrophe. Je connais un passage plus au sud, difficile mais praticable par cette météo. » Jean Morvan, un jeune cheminot de Brest dont les mains tremblaient légèrement de nervosité, observa attentivement Céleste. « Comment pouvons-nous être sûrs que vous ne nous menez pas dans un piège ? Les Allemands ont des indicateurs partout. » La question frappa Céleste comme une gifle, ravivant la douleur d'être encore une fois suspecté et rejeté. Mais Marcel prit sa défense avec une véhémence qui surprit même Céleste. Cette femme a risqué sa vie en acceptant de nous aider. Hier, ses propres voisins ont voulu la noyer par superstition. Aujourd'hui, elle choisit de mettre ses connaissances au service de la liberté. Je lui fais confiance, et vous devriez en faire autant. Le ton sans appel de Marcel clôt le débat. Les hommes embarquèrent silencieusement, chacun conscient que les prochaines heures détermineraient leur survie. Le moteur diesel toussa avant de démarrer dans un grondement sourd, que la brume et le bruit des vagues contre les rochers contribuaient heureusement à masquer. Marcel prit la barre, tandis que Céleste s'installait à ses côtés, ses cartes marines personnelles annotées de la main de son grand-père, étalées sous la faible lueur rouge de la lampe de navigation. Cap au sud-ouest,
210 degrés, indiqua-t-elle en scrutant l'horizon invisible. Nous devons longer la côte à exactement 800 mètres. Plus près, nous risquons les récifs. Plus loin, nous entrons dans la zone de patrouille des vedettes allemandes. Marcel ajusta le cap selon ses instructions, impressionné par la précision de ses indications. Malgré l'obscurité quasi totale et la brume, Céleste semblait naviguer par instinct, utilisant le son des vagues sur les rochers et l'odeur portée par le vent pour déterminer leur position exacte. Ces années d'apprentissage auprès de son grand-père avaient développé chez elle une capacité presque surnaturelle à lire la mer, dans toutes ses humeurs. « Attention !» chuchota-t-elle soudain en posant une main sur le bras de Marcel. « Réduisez la vitesse. Nous approchons du passage de la chaussée de Saint. Écoutez bien. » Un silence tendu s'abattit sur le bateau. Tous les hommes retinrent leur souffle, tendant l'oreille vers les bruits de la mer. Céleste ferma les yeux, se concentrant sur les sons presque imperceptibles qui lui parvenaient, le grondement sourd des vagues sur les récifs de bâbord, le clapotis différent contre les rochers de tribord, le sifflement particulier du vent dans les anfractuosités de granit. « Maintenant, virez de 15 degrés à tribord, » ordonna-t-elle. « Il y a un récif affleurant droit devant, invisible à marée haute, mais mortel. Mon grand-père l'appelait le croqueur de coq. » Marcel obéit sans hésiter, faisant confiance au sens aiguisé de sa guide. Le Marie-Jeanne glissa entre des obstacles invisibles, avec une précision millimétrique, Céleste ajustant constamment le cap par de légers gestes de la main. Derrière eux, les 15 résistants osaient à peine respirer, conscients qu'ils évoluaient dans un labyrinthe mortel où la moindre erreur les broierait contre les rochers. « Nous y sommes presque », murmura Céleste, après ce qui sembla une éternité. Le passage le plus délicat arrive. Il faut passer entre deux éperons rocheux séparés de seulement 40 mètres. Marcel, il faut que vous me fassiez entièrement confiance maintenant. Je vous fais confiance, répondit-il simplement, et elle perçut dans sa voix une sincérité absolue qui la toucha profondément. Réduisez encore la vitesse. Maintenant, virez de 20 degrés à bâbord. Doucement, doucement. Stop, remettez droit. Parfait. Le Marie-Jeanne s'engagea dans l'étroite passe comme une aiguille traversant le chat d'une aiguille gigantesque. Les parois rocheuses défilèrent de chaque côté, si proches qu'on aurait pu les toucher de la main. Un faux mouvement, une vague un peu plus forte, et le bateau se fracasserait comme une coquille de noix. Céleste guidait Marcel avec une précision chirurgicale, anticipant chaque obstacle, chaque courant traître, chaque piège de cette route que seule sa famille connaissait. Soudain, ils débouchèrent en eau libre. La tension se relâcha d'un coup sur le bateau, et plusieurs hommes laissèrent échapper des soupirs de soulagement. Ils avaient réussi. Le passage le plus dangereux était derrière eux, et devant s'étendait la route vers l'Angleterre et la liberté. Remarquable, souffla Marcel en regardant Céleste avec un respect nouveau. Votre grand-père vous a transmis un don extraordinaire. Ce n'est pas un don, répondit-elle modestement. C'est de la connaissance, de l'expérience et de l'amour de la mer. Mon grand-père disait toujours que la mer ne pardonne jamais l'arrogance, mais qu'elle récompense ceux qui la respectent et qui apprennent ses secrets. 4 heures plus tard, les côtes anglaises apparurent dans la brume matinale. Les 15 résistants français débarquèrent sur une plage du Devon où les attendirent des agents britanniques. Pierre Rousseau serra longuement la main de Marcel avant de partir. « Commandant, nous ne vous oublierons jamais. Ni vous ni mademoiselle Moreau. Grâce à vous, nous pourrons continuer le combat. » Sur le chemin du retour, Marcel et Céleste naviguèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. La mission était accomplie, 15 vies avaient été sauvées, mais leurs propres existences étaient désormais irrémédiablement liées par cette épreuve partagée. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Marcel en apercevant la côte bretonne. « Je ne peux plus retourner au village après ce qui s'est passé, » répondit Céleste. « Mais je pense que ma place est ici, avec vous, à aider la résistance, si vous voulez bien de moi. » Marcel la regarda longuement, cette femme courageuse qui avait redonné un sens à sa vie solitaire. « Bienvenue à bord, Céleste. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Le Marie-Jeanne rentra au port dans la lumière dorée de l'aube. Et dans cette maison perchée sur la falaise où régnait autrefois le silence du deuil, 2 tasses fumantes attendaient désormais sur la table chaque matin.